Bien. On va passer à un petit point flash actualité. Je vous parlais ce matin de plusieurs sujets qui nous ont beaucoup occupés ces derniers mois, ces dernières années pour certains. Je vous propose cet après-midi de parler à la fois du troisième cycle des études médicales, puis dans un second temps du temps de travail des internes. Je vous propose que dans un premier temps, je fasse un petit exposé rapide, puis que nous échangions à ces sujets. La réforme de l'internat, elle a lieu depuis plusieurs années, après plusieurs groupes de travail, plusieurs rapports remis au ministre, de l'enseignement supérieur d'un côté, de la santé de l'autre. La mission de conduire cette réforme a été confiée au professeur Benoît Schlemmer pour une application prévue, je vous le disais ce matin, à la rentrée 2017. Sur ce sujet, l'ISNAR-IMG propose des mesures fortes, recentrant notre formation sur notre exercice futur de médecin généraliste, donc de premier recours et en ambulatoire. Parmi nos propositions, le stage qui, actuellement, doit être réalisé au CHU au cours de l'internat en 3 ans, deviendrait facultatif. Il devrait cependant demeurer disponible pour tous les internes de médecine générale qui le souhaiteraient. L'harmonisation des traces écrites d'apprentissage qui permettent de valider le diplôme d'études spécialisées de médecine générale devrait être harmonisée sur le territoire. À l'heure actuelle, le nombre de traces écrites à rendre ainsi que le type de traces écrites à rendre sont très hétérogènes. Enfin, une évaluation systématique de tous les enseignements, en stage et hors stage, devrait être réalisée. Pour ce qui est de la maquette de formation, l'ISNAR-IMG est en faveur d'une formation en 6 semestres, soit 3 ans de formation, respectant un ordre de mise en autonomie avec une phase socle comprenant les stages aux urgences, le stage chez le praticien de niveau 1, le seul stage en médecine générale actuellement obligatoire, et un stage de gynécologie et de pédiatrie, ou plus précisément de prise en charge de la santé de la femme et de l'enfant, si possible couplés, l'un et l'autre, la pédiatrie et la gynécologie, et si possible réalisés en cabinet de ville. Dans une phase intermédiaire, l'interne réaliserait un stage ambulatoire de type SASPAS, en autonomie supervisée, qui deviendrait obligatoire. Cette phase intermédiaire serait également l'occasion de réaliser un stage libre. Enfin, sur une dernière phase de mise en autonomie, l'interne réaliserait un stage professionnalisant qui pourrait être un deuxième stage de type SASPAS. Vous l'avez compris, nous plaidons donc pour 2 stages en cabinet de ville obligatoires et, si possible, 3 stages en médecine de ville réalisés au cours de l'internat. Le conseil d'administration de l'ISNAR-IMG est également en faveur de l'obligation d'un stage de prise en charge de la personne âgée. Je vous invite, si vous en avez, à me poser des questions sur ce sujet. Bonjour, Nicolas, interne de médecine générale à Tours. On fait déjà beaucoup de gériatrie dans tous les services et je trouve que ce qui nous manque, c'est de faire gynéco et pédiatrie, plus que de faire que de la gériatrie.
Donc à l'heure actuelle, tu me diras si c'est ce que tu entends par là, à l'heure actuelle, l'interne fait un stage de gynécologie ou de pédiatrie. Il est rarement possible de faire les deux. Là, dans nos propositions, nous proposons que le stage de 6 mois puisse se faire à la fois dans la santé de la femme et de l'enfant. Un stage couplé qui pourrait se réaliser sur plusieurs lieux de stage ou qui pourrait se réaliser dans le cabinet de médecins généralistes ayant une forte activité dans la santé de la femme et de l'enfant. À l'heure actuelle, les lieux de stage semblent saturés du côté de la gynécologie et de la pédiatrie, ce qui explique aussi pourquoi on ne passe que dans un seul de ces stages le plus souvent. Camille Rosenberg, interne. Alors, le gala, c'est ce soir. Par rapport au stage de prise en charge de personnes âgées, il est vrai qu'on voit beaucoup de personnes âgées dans nos stages, mais c'est pas pour ça qu'on les prend en charge correctement. Et c'est des choses qui sont complètement différentes. C'est pour ça qu'il me semble important d'avoir un stage orienté prise en charge de la personne âgée et pas des stages où on voit des personnes âgées. Claire, je suis interne à Lyon. Je fais partie des administratrices de l'ISNAR qui a eu la chance de discuter de ce sujet au dernier conseil d'administration à Bordeaux. De la manière dont on l'avait imaginé, le stage de prise en charge de la personne âgée n'était pas forcément réalisé uniquement en hospitalier, mais aussi en ambulatoire, de façon mixte ou à la rigueur qu'en ambulatoire. Auprès d'un médecin qui a une activité à prédominance gériatrique, un médecin qui coordonne un EHPAD ou qui est médecin traitant de personnes qui sont en médecine de retraite. Voilà, on s'était dit qu'on pouvait imaginer quelque chose de la même manière que dans certaines villes, il y a des PFEA ou des pôles femmes-enfants ambulatoires et qui permettaient d'avoir une approche de la personne âgée spécifiquement en ambulatoire, ce qui n'empêchait pas, au cours de nos stages hospitaliers, de voir des personnes âgées à l'hôpital et leur prise en charge hospitalière. Oui, bonjour, donc c'est à nouveau Louise de Villers. Donc j'ai fini mon internat. Moi j'ai une question sur la durée du coup de votre proposition. C'est bien sûr un internat de 3 ans et pas un internat de 4 ans. Et on entend beaucoup dire que si on ne saisit pas l'opportunité de l'internat de 4 ans maintenant, cette occasion ne se représentera pas avant très très longtemps. Et je voulais savoir où en étaient ces discussions sur sur cette argumentation, parce que quitte à faire voilà, ce schéma de formation en ambulatoire est super sexy, et alors pourquoi pas le faire sur 4 ans directement comme il paraît qu'il faut saisir l'opportunité maintenant, pourquoi pas proposer une maquette hyper sexy sur 4 ans tout de suite, quoi. Alors, au sujet de la durée du DES, on entend parfois que la durée est tranchée, notamment de la part de certains départements de médecine générale, que ça passerait à 4 ans et qu'on en est certain. Donc, la position de l'ISNAR-IMG est à 3 ans. Je ne m'exprimerai pas sur l'opportunité de saisir cette réforme pour passer à 4 ans. En revanche, il y a peut-être dans cette salle des enseignants qui souhaiteront s'exprimer à ce sujet. Alors, il y a Anasta,
président du SNEMG, le syndicat national des enseignants de médecine générale, est dans l'amphithéâtre sur ma gauche. Pour une intervention courte, puisqu'après nous parlons du temps de travail des internes. Bonjour à tous. Je suis le président du syndicat national des enseignants de médecine générale. Alors je te rassure Tristan, pas prévu de prendre la parole, et donc ce sera très court. Nous évidemment, donc on est plutôt en faveur du DES à 4 ans. Notre position, c'est de dire que compte tenu des compétences qu'il y a à acquérir, on est parfaitement d'accord et on est sur la même longueur d'onde sur le fait qu'il faut plus de stages ambulatoires. Il ne s'agit pas d'opposer les deux, puisqu'effectivement, un stage obligatoire et un deuxième éventuellement facultatif, c'est pas possible. Par contre, effectivement, notre position, c'est de dire que il y a un travail à faire, il y a probablement un manque de MSU, ça tout le monde en est conscient, et c'est la raison pour laquelle, pour essayer de dépasser cette limite, nous, notre proposition, et la proposition du CNGE que le SNEMG soutient, c'est de dire qu'il faudrait un moratoire négocié, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer à 4 ans de manière barbare comme ça, parce que ça se fera mal. Il s'agit de passer à 4 ans dans un second temps, une fois qu'on aura le nombre de MSU suffisant. Et j'en profite juste pour poser une question qui n'a rien à voir avec la durée du ES, je te rassure Tristan. C'est juste que, donc j'ai bien pris note les propositions de l'ISNAR, et effectivement la proposition concernant la maquette de stage, mais concernant le contenu des enseignements. Est-ce qu'il y a des propositions, parce que j'ai assisté à l'atelier de ce matin où effectivement il y avait quand même beaucoup d'internes qui s'émeuvaient de ne pas avoir suffisamment de communication en cours. Comment est-ce qu'on peut faire, selon l'ISNAR, pour essayer de dépasser un petit peu tout cela? Voilà. Et je reste à disposition si d'autres ont des questions, bien sûr. Sur la question spécifique de la communication et de la formation à ce sujet, l'ISNAR-IMG n'a pas de position à l'heure actuelle et travaille actuellement à une réforme du 3e cycle, prenant en compte également les enseignements théoriques. Sur ce qui est du coup de la formation plutôt pratique et de la maquette, la maquette actuelle permet, et surtout le nombre de maîtres de stage universitaires, permet actuellement seulement à la moitié des internes de bénéficier d'un stage en SASPAS. Voilà, donc je vous rappelle qu'on plaide pour un stage en SASPAS obligatoire. Ça nécessite un grand recrutement de maîtres de stage et on a tout à faire pour améliorer l'internat en 3 ans avant d'envisager un jour une modification de sa durée. Notre internat actuellement, c'est un seul stage de 6 mois en médecine générale, actuellement. Donc cette réforme, elle est vraiment l'occasion d'améliorer l'exposition des internes à leur futur exercice. Sur ce qui est de la fenêtre de tir, de la durée du DES, les arrêtés récemment pris permettent d'envisager une modification de la durée chaque année si à un moment les internes et les enseignants s'entendaient sur une modification de cette durée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Bonjour à tous, bonjour Tristan. Le médecin de ce matin, Dr Marine, nous avait dit de faire tomber les frontières. Par rapport à ce problème de stage de durée de maquette de 4 ans, moi, quand j'avais lu la directive européenne 2005-36 sur l'harmonisation médicale européenne, la directive est très intéressante, vous pouvez la lire sur Internet. Elle montre les contenus de formation dans chaque État européen. Là où vous voulez que le DES se fasse, qu'un médecin généraliste soit formé en 5 plus 4 ans, nos collègues de l'Europe orientale forment des médecins généralistes en 5 ans, au total. Externat plus internat. Donc, ces médecins peuvent venir exercer en France, après Bac plus 5, alors que nous, on ferait Bac plus 9. Comment peut-on donc avoir de telles différences? Est-ce que il y a des contenus d'informations supplémentaires à donner en 4 ans qu'on ne pourrait pas faire déjà en 3 ans? Et comment se fait-il que certains États arrivent à former des médecins en 5 ans et que nous, on n'arrive pas à le faire? Voilà. Je crois qu'il faut aussi regarder cette directive européenne. Merci.
Alors, s'il y a quelques questions, on peut encore en prendre une, peut-être maximum 2 avant d'aborder la réforme du temps de travail. Bonjour, je suis interne de médecine générale à Lyon. Ma question, elle est sur le nombre de MSU disponibles. Alors effectivement, comme tu l'as dit, on a une difficulté à avoir des stages en SAS-PASS. Vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il y avait une campagne de recrutement de MSU en cours. Je voudrais savoir, en dehors évidemment du nombre de médecins à qui on propose le poste de MSU, ce qu'il y avait de proposer en fait en plus de ça pour attirer les médecins à faire ce MSU. Alors, sur la campagne de recrutement, chez nous, elle a pris la forme, je te réponds là-dessus, elle a pris la forme d'une plaquette, d'un flyer à destination des médecins généralistes. On espère pouvoir transmettre ce document aux médecins généralistes de toute la France via le Conseil national de l'Ordre des médecins qui nous a apporté son soutien. Pour ce qui est des moyens donnés à la maîtrise de stage, je crois qu'il y a une volonté politique forte maintenant de faire que les internes de médecine générale puissent réaliser leur stage en ambulatoire, donc en médecine de ville. Des dispositions ont été prises très récemment pour que la formation des médecins généralistes à la maîtrise de stage ne les ampute pas des crédits de formation sur le reste. Voilà, c'est un des éléments de la politique de recrutement des maîtres de stage. Voilà. Après, il y a tout l'intérêt humain que peut comporter le compagnonnage d'un jeune généraliste en formation par un médecin plus installé et de l'échange de connaissances, de compétences, de savoir à ce sujet, qui est aussi la promotion de cette casquette de maître de stage. Une dernière question peut-être ? Oui. Olivier Marchand, merci d'être là. Donc, je suis médecin généraliste et maître de conférence associé en médecine générale à Grenoble. Une petite réflexion, je pense que vous avez raison déjà de vous concentrer sur la qualité d'un 3e cycle sur 3 ans. Après, attention à toutes les obligations que vous mettez, il y a déjà beaucoup de contraintes. Si vous mettez encore une obligation sur la personne âgée, je pense que en fait, ça fera redondance s'il y a des stages en médecine générale en plus grand nombre. La réponse, elle va se retrouver dans les cabinets, puisque c'est là où on apprend réellement notre métier, y compris à traiter les patients âgés polypathologiques. Par contre, si je ne m'abuse, on est quasiment la seule fac en France à avoir un SAS-PASS imposé. Donc on a 2 stages en médecine générale et ça s'est fait grâce à quelque chose qu'on a mis en place dès le début, c'est-à-dire que la maquette elle se fait en 4 ans et du coup en 4 semestres. Et du coup, les 2 semestres suivants servent vraiment à la professionnalisation et permettent de faire un SAS-PASS là où certaines facultés sont gênées et ne peuvent pas proposer de SAS-PASS puisque les étudiants font leur premier stage en médecine générale, parfois au 6e semestre. Donc forcément, il n'y a pas la possibilité de faire le SAS-PASS derrière. Donc je pense qu'il faut peut-être axer le travail sur essayer de basculer sur la réalisation de la maquette sur les 4 premiers semestres, tel qu'en théorie on est censé le faire. Et que, du coup, derrière, ça permet le développement de cette dernière année professionnalisante. Mais attention aux contraintes. Il y en a déjà beaucoup, ne serait-ce qu'avec les déplacements. C'est déjà assez infernal en termes d'organisation. En tant qu'interne, vous le savez bien. Donc, essayer d'avoir des contraintes minimales, mais cohérentes, et effectivement axées sur une formation en cabinet. Merci. Merci à tous pour cet échange au sujet de la réforme du 3e cycle des études médicales. Donc, je vous le disais, la durée de la réforme, la durée du DES de médecine générale à l'issue de cette réforme n'est pas encore tranchée. 3 ans, 4 ans, ce sera une décision ministérielle. À ce sujet, le ministère de la Santé s'est exprimé ce matin. Également, un autre ministère concerné, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui bien sûr a la main également sur ce dossier. Je vous propose de passer
Au sujet du temps de travail des internes, dont je vous disais ce matin qu'il a été réformé, initialement sur injonction de l'Europe, faite à la France, de limiter le travail hebdomadaire de ces internes à 48 heures maximales en moyenne par semaine. La réforme est applicable depuis le 1er mai 2015. On a noté, comme pour le repos de sécurité il y a de nombreuses années, une difficulté à le mettre en place dès le 1er mai 2015 pour tous les internes. Je vous rappelle qu'auparavant, nos obligations de service étaient de 11 demi-journées, s'étalant du lundi matin au samedi midi. Elles sont désormais de 10 demi-journées, 8 étant consacrées à la formation en stage, et 2 demi-journées sont désormais sanctuarisées au profit de notre formation. Je parle là chaque semaine. L'une de ces demi-journées de formation se fait sous la houlette du coordonnateur de DES, donc dans votre département de médecine générale. L'autre demi-journée vous est livrée comme telle, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrainte pour vous. Les gardes et les astreintes font partie du temps de travail. Une garde de nuit effectuée, c'est 2 demi-journées de stage. Vous devez donc en moyenne, et cette moyenne est calculée sur 3 mois, ne pas dépasser 8 demi-journées de stage par semaine et 2 demi-journées de formation. Ce qui vous permet également de bénéficier d'un temps personnel un peu plus grand. Concernant l'application de cette réforme, un tableau de service nominatif et mensuel doit être proposé à l'interne en prévision du mois à venir. À l'issue des mois écoulés, on fait le bilan de ce qui a vraiment été réalisé et un relevé trimestriel peut être remis à l'interne. Dans chaque établissement, la commission médicale d'établissement dresse le bilan annuel de la mise en place de cette réforme. Alors, la question est simple. Comment appliquez-vous cette réforme ? Je vous laisse prendre la parole si vous le souhaitez à ce sujet. Bonjour, je suis Marine, je suis interne à Caen. Clairement, c'est très difficilement applicable. En général, on est toujours en stage du lundi au samedi matin, plus les gardes. Et dans mon service, là actuellement en soins palliatifs, le Centre de lutte contre le cancer a décidé que les RCP, où la présence de l'interne est obligatoire, étaient une demi-journée de formation, comme c'est pluridisciplinaire. Donc en fait, c'est vraiment difficile et je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Et en gros, ils nous disent qu'on a déjà eu les repos de garde, donc il ne faut pas non plus demander des demi-journées de formation. D'accord. Je vais te demander une précision. Est-ce que ces RCP, là, elles sont sous le contrôle de ton département de médecine générale ou est-ce que c'est ton lieu de stage qui les impose ? Ah non, c'est le lieu de stage. D'accord. Donc clairement, cette demi-journée-là n'est pas une demi-journée de formation universitaire, ni même une demi-journée de formation personnelle, puisque c'est pas toi qui as décidé d'y aller. C'est donc intégré dans tes demi-journées de stage. Voilà, c'est intégré dans mon stage actuel. Donc, par contre, la seule chose qui a été vraiment mise en place, c'est qu'on ne nous refuse plus d'aller à notre journée de cours universitaire, ce qui est arrivé parfois avant. Je ne sais pas si c'était des applaudissements de satisfaction face à cette avancée majeure. Mais on peut dire qu'il y a encore du travail à faire. Vous vous rappelez que pour le repos de sécurité, ça n'a pas été gagné au début. Il a fallu se battre et ça va sans doute se faire petit à petit. Mais si tu as des difficultés à faire appliquer cette réforme et que c'est ton souhait de la faire appliquer, n'hésite pas à te tourner sans doute vers la structure locale qui te représente. Si c'est à Caen, c'est le Simban. Voilà. Les administrateurs sur le terrain, les associations et les syndicats locaux font un travail remarquable pour vous aider dans cette mise en place.
Bonjour, je m'appelle Mayol, je suis interne en premier semestre et je suis actuellement à la maternité du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Nous appliquons la réforme, donc on remplit tous les mois les tableaux et on peut prendre toutes nos demi-journées de formation si on les prévoit. Enfin, on n'a aucune difficulté avec l'application et on ne travaille pas les samedis matins. Avez-vous d'autres questions ou retours d'expérience aussi enthousiasmants? Ah, là, ça marche. Julien, je suis interne à Rouen. Je fais partie du syndicat local, je précise. On vient de faire une enquête, un sondage auprès de tous les internes, pas uniquement des internes de médecine générale, sur justement l'application du temps de travail sur la subdivision de Rouen, l'ex-région Haute-Normandie. On a fait ce sondage là qui s'est terminé il y a 10 jours. On vient d'analyser les données et on s'aperçoit que, contrairement à ce qui a été dit, si le temps de travail, c'est possible, c'est applicable. Il y a certains services et certains, je pense notamment pour ce qui est de ma subdivision, qui tentent et arrivent à appliquer quasiment cette réforme. Par contre, pour ce qui est du CHU et d'autres hôpitaux qui ne bougeront pas avant l'aval du CHU, c'est beaucoup plus compliqué. Et le problème est même parfois plus grave, c'est que certes, il y a cette réforme du temps de travail, mais il y a une loi qui date d'un peu plus longtemps, c'est le repos de sécurité. Et on s'aperçoit que sur la subdivision de Rouen, 35% des internes ne bénéficient pas systématiquement du repos de sécurité. C'est un chiffre qui est quand même assez affligeant et voilà, en toute spécialité confondue. En médecine générale, c'est un petit peu moins, mais ça reste un chiffre important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a du boulot, mais c'est faisable. Bonjour, je m'appelle Élise, je suis interne à Nice, actuellement même à Bastia en Corse. Je fais partie des privilégiés qui se sont exilés sur une île. Je voulais juste vous dire que même mon premier semestre, on vous soutiendra toujours. Il y a des syndicats chez vous qui sont là pour vous aider. J'ai vécu la situation pour mon premier stage. Les 48 heures, on peut les avoir. Il faut se battre. Le repos de garde aussi. On ne peut pas vous imposer tout ce qu'on veut. Et il y a des gens pour vous défendre. Et je l'ai vécu et ça marche. Alors l'ambiance est terrible dans le service derrière, etc. Mais je me suis battue pour ceux d'après et je pense que j'ai eu raison. Et les 48 heures, c'est possible. Alors oui, forcément, au début, c'est compliqué. Mais c'est possible. Il faut se battre. Il faut dire à vos collègues de se battre et d'appeler le syndicat quand ça ne va pas. Parce qu'ils peuvent faire des choses pour vous et ils ont vraiment du poids et c'est bien d'être soutenu. Bonjour. Bonjour. Ça marche? Ouais. Bonjour, Jonathan, je suis interne à Nantes. Je suis en 5e semestre. Du coup, j'ai une analyse personnelle, alors c'est peut-être personnel, mais je trouve qu'au fur et à mesure des semestres, c'est de plus en plus... Oui, je suis là. C'est de plus en plus facile de s'imposer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je dis, voilà, là j'ai une journée de formation, j'ai une journée syndicale, c'est beaucoup plus facile qu'à mon premier semestre où j'avais pas... Déjà, j'étais premier semestre. Généralement, les stages ont l'habitude d'avoir des premiers semestres, ont l'habitude de pouvoir les modeler, ont l'habitude de pouvoir les manipuler, on pourrait dire. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que vous arrivez, vous ne savez pas comment ça marche le système, vous ne savez pas vers qui
vous tourner. Néanmoins, c'est possible. C'est possible. Je trouve que la majorité de mes collègues en 5e, 6e y arrivent. J'ai parlé à pas mal de premiers semestres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tournez-vous vers votre syndicat. On peut faire beaucoup de choses. À Nantes, on a un peu de chance. J'ai l'impression que le CHU a fait passer un peu le message qu'il faut respecter ou essayer de le respecter. Mais en attendant, moi dans mon stage c'est possible, dans le stage de pas mal de mes collègues c'est possible. Et il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et donc là, le message est surtout pour les premiers semestres. Battez-vous et parlez à vos collègues, parlez à vos syndicats. Et c'est possible, quoi. Peut-être une toute dernière intervention, question ou retour d'expérience. Bonjour, Clément, je suis interne à Besançon, actuellement en pédiatrie, où je voulais saluer ma chef de service qui est en train de s'arracher les cheveux pour faire un planning pour que tout le monde puisse avoir ses 48 heures par semaine. Voilà. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans la loi, il y a des choses qui ont été stipulées pour éventuellement sanctionner les services qui ne respecteraient pas les 48 heures par semaine? Alors, ouais. Ta question est super intéressante. On a voulu, nous, ISNAR IMG, des sanctions très fortes. Sanctions financières, sanctions de retrait d'agrément assez rapides pour les services récalcitrants. Et il n'a pas été possible de faire entendre cette voix auprès du ministère, tant les hôpitaux s'y opposaient. Donc, sous divers arguments, on nous a dit que ce n'était pas possible. On était très très peu audibles, d'autant que tous les syndicats d'internes n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Pour les sanctions, elles ont été donc prévues à minima. Il n'y a pas grand-chose de différent de la procédure habituelle sur un stage qui pose problème. C'est-à-dire que vous pouvez saisir, le mieux c'est de le faire grâce à votre association ou syndicat local, à la fois le directeur de l'établissement, votre doyen, le département de médecine générale, voir si les choses s'améliorent comme ça, saisir le directeur général de l'ARS et demander une révision d'agrément du stage. Si cette révision d'agrément du stage a effectivement lieu, il pourra être retiré l'agrément pour recevoir des internes. Et c'est une procédure finalement très longue et on pensait que toucher les hôpitaux au portefeuille, ça pouvait être une façon de les faire appliquer plus rapidement cette réforme. On regrette que ça n'ait pas été possible, mais ça n'a pas été possible. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, puisqu'on va arrêter là ce point, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à vous tourner, on l'a dit plusieurs fois, vers vos représentants locaux, mais également si vous avez des questions, adressez-les, si vous le souhaitez, à l'ISNAR IMG. Nous répondrons aux questions des internes de toute la France, au sujet de la réglementation, quel que soit le sujet. Parfois, ça nécessite une expertise qui demande du temps auprès des ministères. Voilà. Mais nous répondons à vos questions et nous sommes ravis de le faire. Voilà. C'est la fin de ce point sur les actualités. Ce matin, vous avez entendu Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et du Droit des femmes, qui tenait à s'exprimer auprès de vous. Pour la première fois en 17 éditions, le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui est notre deuxième ministère de tutelle, a tenu également à vous adresser un message. Je vous rappelle que ce ministère, tenu par Thierry Mandon, est en charge notamment de la réforme du troisième cycle des études médicales. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Grâce aux nouvelles technologies, je peux me télétransporter provisoirement au pays de la choucroute et des cigognes, et c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. Cette 17e édition de votre congrès est l'occasion pour vous de réfléchir à votre profession, de partager vos idées, vos expériences et de vous tourner vers l'avenir. L'avenir, justement, depuis plusieurs années, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche se préoccupe de la formation des étudiants en médecine, de la première année jusqu'à l'obtention de leur diplôme de spécialiste. C'est pourquoi nous sommes en train d'achever la réforme du troisième cycle des études médicales
pour la mise en place de cette réforme à la rentrée 2017. Au cours de cette période de travail, de réforme, nous nous sommes plus particulièrement attachés à la formation des futurs médecins généralistes. La maquette de formation d'une durée de 3 ans vous délivrera un diplôme d'études spécialisées. Cela vous donnera une véritable reconnaissance de spécialité médicale. Nous sommes conscients que la formation des médecins généralistes doit être faite très tôt auprès des praticiens de ville. C'est pourquoi votre formation d'interne comportera des stages en ambulatoire durant au moins 1 an. Il est essentiel de favoriser la recherche en médecine générale et notamment en soins primaires. Là encore, les internes de médecine générale auront accès à un plus grand nombre d'années de recherche et celles-ci pourront être réalisées après la dernière année du diplôme d'études spécialisées. Enfin, pour renforcer votre formation, nous avons aussi augmenté le nombre d'enseignants-chercheurs en intégrant cette année l'ensemble des enseignants-chercheurs qui ont passé avec succès la commission d'intégration. De plus, comme cela a été annoncé avec le ministère de la Santé, 40 postes de chefs de clinique en médecine générale seront créés dès 2016. Il y en aura 40 autres supplémentaires en 2017 et je tiens à souligner que cette mesure sera pérennisée. L'annonce de la création l'an dernier d'un Conseil national des universités de médecine générale a été rendue effective dès cette année, avec l'ensemble des mesures prises et annoncées lors de la future grande conférence de santé par le Premier ministre. Nous espérons favoriser et susciter des vocations pour renforcer la filière de formation en médecine générale et rendre cette spécialité plus attractive. C'est dire toute l'importance que notre ministère accorde à la formation des internes en médecine générale et à leur encadrement par les enseignants-chercheurs. Vous faites un métier magnifique. Il n'y a pas de meilleure manière pour préparer l'avenir que de former au mieux les générations futures. Je sais que vous allez y consacrer votre journée, alors excellents travaux à tous et à toutes. J'ai commencé ce point en vous disant que sur la durée du DES, nous n'étions pas certains des décisions des ministres. Je crois qu'aujourd'hui, Thierry Mandon, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, vient de nous annoncer qu'il avait entendu les internes pour une durée de DES qui reste à 3 ans pour le moment et que l'on a tout loisir d'améliorer. Il parle également d'1 an de stage ambulatoire. C'est exactement la proposition de l'ISNAR-IMG, une obligation de 2 stages ambulatoires au cours de la formation. C'est une information historique.